Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais aborder plusieurs sujets avec vous concernant l'achat de ma Model 3. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur TikTok, ça fait aujourd'hui 2 ans, jour pour jour, que je vous partage mon quotidien avec ma Tesla Model 3 sur TikTok. Et c'est au quotidien un plaisir de pouvoir vous apprendre de nouvelles astuces et de vous partager des petits tips sur l'utilisation quotidienne de la voiture. On va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui, la recharge à la maison au quotidien, comment est-ce que je la gère, comment est-ce qu'en 2 ans j'ai pu trouver une habitude de recharge qui me correspond avec l'utilisation et le nombre de kilomètres que je fais par jour. On va également aborder le thème de l'achat de la Tesla. Est-ce que actuellement en 2023 c'est toujours intéressant de rouler en véhicule électrique, c'est toujours intéressant d'acheter un véhicule électrique. Vous l'avez peut-être su, mais le 15 décembre la Tesla Model 3 n'est plus éligible au bonus éco car elle n'est pas fabriquée en France. Seule la Model Y dans la gamme Tesla reste éligible au bonus écologique car elle est fabriquée à Berlin, donc en Europe. Est-ce que, à mon sens, ça vaut toujours le coup d'acheter un véhicule électrique en 2023? Commençons par le début. Qu'est-ce qui m'a donné envie en 2021 d'acheter ma première Tesla Model 3? Pourquoi est-ce que j'ai sauté le pas de passer à l'électrique alors que en 2021 ça commençait à se développer, mais on n'était pas encore comme maintenant avec des bornes de recharge sur toutes les aires de repos, avec des bornes dans tous les petits villages. C'était beaucoup moins développé qu'en 2023. Ça commençait petit à petit, on voyait qu'il y avait de plus en plus de véhicules électriques sur nos routes. En fait, il faut remettre dans le contexte que en 2021, j'avais un Peugeot Expert qui consommait en moyenne 7 litres au 100 et en fait, le calcul a été très vite fait. J'ai vendu ma voiture au moment où les véhicules d'occasion se vendaient plutôt bien, ce qui fait que au final, j'ai pas dû rajouter énormément d'argent pour pouvoir acheter ma Model 3. Et en fait, quand vous faites le calcul, c'est vrai qu'au début, on calcule au litre au 100, 7 litres au 100. C'est un peu compliqué de comprendre au début comment est-ce que fonctionne l'électrique, comment est-ce qu'on calcule la consommation électrique et qu'est-ce que ça va nous coûter au 100 km. En fait, il faut bien voir une chose. Pour vous donner une idée, ici, sur les 50 derniers 1000 km que j'ai effectués avec ma Tesla Model 3, j'ai une moyenne de 15 kW au 100. Ça veut dire que pour parcourir 100 km, il me faut 15 kWh. Là où actuellement ça va forcément dépendre de votre contrat EDF. Nous on a basculé il y a peu de temps sur un contrat avec EDF, un contrat tempo, ce qui veut dire qu'on a des jours bleus, blancs et rouges et en fonction de ces jours on se retrouve avec des prix de kilowatts qui sont différents. Jour rouge, je vous conseille pas de recharger la voiture, environ 73 centimes du kilowatt. Jour blanc, de mémoire, 16 centimes en heure pleine et jour bleu, 13 centimes en heure pleine. Si je dis pas de bêtises, on est plus ou moins dans ces tarifs là. Donc prenons un exemple, nous sommes en jour bleu, on recharge la voiture qui fait 60 kW, on fait donc 60 fois 0,13 le prix du kilowatt vu qu'on en met 60 dans la voiture et on a le prix de la recharge complète de la voiture. Maintenant, comme je vous le disais, sur les 50 000 km, je consomme en moyenne 15 kW pour effectuer 100 km. Encore une fois, le calcul est simple, 15 fois le prix du kilowatt 0,13, ça vous donne le tarif d'électricité qu'il faut pour parcourir 100 km en véhicule électrique. Faites le calcul chez vous à la maison avec votre prix de kilowatt à la maison et vous verrez que vous allez quand même être bien inférieur au prix d'un véhicule électrique, d'un véhicule thermique qui pourrait consommer dans la moyenne 6-7 litres au 100. Vous allez voir qu'en général on est bien inférieur. Après, avant d'acheter un véhicule électrique, la première question qui a été chez nous c'est est-ce qu'il est possible d'installer une borne de recharge ou non. C'est vrai que je le dis toujours dans les vidéos sur TikTok, si vous habitez dans un appartement et que vous n'avez pas la possibilité d'installer une borne de recharge ou d'en avoir une à disposition par votre copropriété, ça va être compliqué et ça peut vous coûter très cher. Ça peut, c'est pas toujours le cas, mais on va prendre un exemple concret. Si vous avez en bas de chez vous une borne de recharge publique qui est accessible sur ChargeMap, sur FreshMiles ou sur ChargePoint, qui sont tous deux des applications qui permettent de recharger les voitures, il faut savoir que c'est l'application ou même plutôt l'installateur, le propriétaire de la borne qui va définir le prix qu'il va vendre son kilowatt, le prix auquel vous allez payer le kilowatt pour recharger votre voiture. Si demain
le propriétaire de cette borne décide de mettre le kilowatt à 60 centimes, eh bien vous n'aurez pas le choix, si vous n'avez pas de borne à la maison et vous êtes en immeuble, et vous n'aurez pas le choix que de payer 60 centimes du kilowatt pour recharger la voiture. Et là, ça peut vous coûter très cher. Et effectivement, si ça vous coûte très cher, voire même plus cher que le thermique, pourquoi acheter une voiture électrique? Ça n'a du coup pour moi aucun sens, forcément. Donc, si vous avez la possibilité d'installer une borne à la maison, que vous avez un tarif d'électricité qui est raisonnable en moyenne, je pense qu'en France, pour le moment, on est encore sur des tarifs raisonnables. En Belgique, je sais que c'est pas trop la même histoire. Mais si vous avez un tarif du kilowatt intéressant, que vous pouvez mettre une borne à la maison, alors effectivement, ça peut avoir du sens. Ensuite, il faut voir si vous avez réellement besoin d'installer une borne à la maison. Forcément, si vous faites 100 km par semaine, l'UMC mobile, le chargeur que vous allez brancher sur une prise standard fera largement l'affaire et vous éviterez le coût d'installation d'une borne. Ça, ce sont les questions que je me suis posées quand j'ai décidé d'acheter un véhicule électrique en 2021. Comme je vous le disais, en 2021, les véhicules électriques s'étaient peu développés. On avait quand même pas mal de bornes, surtout sur la métropole lilloise. Dans les petits villages, pas trop, mais sur la métropole lilloise, on était quand même bien desservis déjà. Et il faut savoir qu'au bout de mon village, on avait 16 bornes en 12 kW en triphasé, mais comme la Tesla n'accepte que du 11, pas 12 du coup du 11, je chargeais à 11 kW sur cette borne publique à la maison, enfin à côté de la maison, totalement gratuitement. Donc il faut savoir que du coup sur les 70 000 km au total que j'ai fait en Tesla, celle-ci a 50 et l'ancienne avait 20 000 km, sur les 70 000 km que j'ai fait en Tesla, j'ai eu plus de 20 000 km où je n'ai pas payé la recharge, car comme je vous le disais, avant c'était gratuit. Même chose, quand avant vous alliez faire vos courses chez Lidl et qu'il y avait une borne, elles étaient également gratuites. Particularité de chez Lidl, c'est que vous aviez des bornes en 50 kW. Donc, vous rechargiez beaucoup plus vite. Maintenant, les puissances ont été bridées, ils les ont mis payantes parce qu'il y avait quand même des gens qui restaient tout le temps branchés sur la borne et forcément, pour Lidl, ça n'avait pas grand intérêt. Le but d'installer des bornes de recharge pour des magasins comme Lidl, Intermarché, tout ce genre de choses, c'est d'attirer le client dans le magasin. Forcément, si c'est le voisin qui a acheté une voiture électrique et qui vient se brancher sur la borne tous les jours, c'est pas intéressant pour le magasin. Et pour les utilisateurs de véhicules électriques, c'est pas cool non plus. Donc, il y a eu beaucoup d'abus à ce niveau-là. C'est pour ça que Lidl a baissé les puissances de charge et a mis une contribution quand même pour pouvoir recharger sa voiture, et ce que je trouve plutôt normal. Maintenant, en 2023, ça marche plus trop comme ça. Les bornes de recharge gratuites, on en voit de moins en moins et forcément, c'est voué à disparaître. Vous pensez bien, quand quelque chose commence à devenir, à avoir un engouement et à se développer, on va forcément limiter tout ce qui va être gratuit. Et ça n'échappe pas aux bornes. On a très peu, on commence à avoir de moins en moins de bornes gratuites. Il y en a encore quelques-unes dans certaines régions. Si vous avez des bornes gratuites de recharge à côté de chez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais curieux de savoir vers où ça se trouve. Mais donc, on en a de moins en moins. Cependant, avec un tarif du kilowattheure plus ou moins comme chez nous, aux alentours des 15-16 centimes, jusqu'à 20 centimes même parfois, à mon sens, ça reste quand même intéressant. Après, il faut voir une chose, c'est que quelle est pour vous l'utilisation d'un véhicule? Est-ce que c'est pour vous rendre au travail et faire une centaine de kilomètres par semaine? Est-ce que c'est nécessaire et vital pour vous et vous faites 300-400 km par semaine? Ça, ce sont des choses qui aussi vont rentrer en compte dans le calcul. En combien d'années est-ce que vous allez amortir votre achat? En combien d'années est-ce que vous allez amortir la différence d'achat entre un véhicule thermique et un véhicule électrique qui généralement est quand même plus cher à l'achat? Donc ça, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre au mieux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, là-bas j'y partage quotidiennement des astuces et vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur TikTok, j'y répondrai avec grand plaisir. Maintenant, en 2023, il faut savoir que le bonus éco pour la Tesla Model 3 a été supprimé ici depuis le 15 décembre. Seule la Model Y est toujours éligible au bonus écologique en France parce que, comme je le disais en début de vidéo, elle est produite à Berlin. Actuellement, un Model Y propulsion avec les 5 000 € de bonus éco et parfois des réajustements tarifaires de chez Tesla, on est à 39 610 €. Ce qui, pour moi, pour un SUV de cette taille avec un accès à un réseau de supercharge qu'aucun autre constructeur n'a que Tesla, ça reste un prix,
vais pas dire génial, abordable et tout, mais ça reste un prix correct par rapport à ce que la marque propose en termes de véhicules et en termes d'infrastructure derrière. Également, j'ai toujours pour habitude de dire dans les vidéos TikTok, prenez en compte quelque chose qui est hyper important dans l'achat d'un véhicule électrique, que ce soit Tesla, que ce soit Dacia, que ce soit Renault, que ce soit peu importe la marque de véhicule électrique, il y a quelque chose qui à mon sens est hyper importante, c'est la puissance de charge. Alors peut-être que quand on ne connaît pas les véhicules électriques, on peut se dire bon, la puissance de charge, je préfère avoir 500 km d'autonomie et avoir une puissance de charge inférieure que d'avoir 300 km d'autonomie et une puissance de charge très élevée. Eh bien, je pense que si vous calculez de cette manière, vous vous trompez. Je vais vous expliquer pourquoi. Demain, vous décidez de partir en vacances. Alors oui, je sais, en général, on part en vacances loin avec sa voiture, 1 à 2 fois par an, ou alors peut-être lors d'un déplacement le week-end, mais je vais vous expliquer un truc. Si demain, vous avez une voiture qui peut faire 500 km d'autonomie, génial, vous avez 450 km à faire, vous allez faire vos 450 km, pas de problème, vous allez arriver à destination. Si à destination, vous avez la possibilité de charger sur place, tout va bien, aucun problème pour vous. Si à destination, vous n'avez pas la possibilité de charger sur place et que vous devez vous arrêter soit à une borne rapide, soit à un autre type de borne et que votre puissance de charge est très faible, et bien vous allez passer un temps dingue à recharger. Et ça, au fur et à mesure, je m'en rends compte. C'est vrai qu'au début, je pensais un petit peu, quand j'achetais un véhicule électrique, je me disais, mais en fait, je préfère avoir une grande autonomie et une puissance de charge faible, ça va me permettre de faire des longs trajets sans devoir m'arrêter toutes les 2 heures pour recharger. Et avec le recul et l'expérience, je me dis, mais en fait, je préfère m'arrêter toutes les 2 heures, 10 minutes, que au final devoir m'arrêter à la fin beaucoup plus longtemps pour recharger parce que ma batterie est complètement vide. Quand vous partez en vacances et que les superchargeurs sont blindés, que ce soit Tesla, Ionity, Fastnet, enfin bref, peu importe, n'importe quel superchargeur qui accepte tout type de véhicule, pas uniquement que ceux de Tesla, il y a un problème qui se pose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Parfois, vous allez avoir la queue pour recharger. Alors, ça va s'expliquer par 2 facteurs. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques. Bon, ça, forcément, à mon sens, les infrastructures actuelles en 2023 sont supportables pour la charge de véhicules électriques qu'il y a et le parc d'électrique qui s'agrandit. Mais il y a un gros problème et un véritable problème que, à mon sens, on ne soulève pas trop. Eh bien, ce sont les puissances de charge. Et ça, j'en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois sur TikTok. Si vous avez un véhicule électrique comme par exemple une MG ZSEV ou une Dacia Spring qui a une puissance de charge, je ne sais pas du tout quelles sont les puissances de charge sur ce genre de véhicule, mais on va vous donner un exemple. Si vous avez un véhicule électrique qui charge à 50 kW et qu'à côté vous avez une Tesla Model Y génération 2024 qui charge à 170 kW, soit quasiment plus de 3 fois plus, ça veut donc dire que vous allez rester 3 fois plus longtemps sur la borne avec un véhicule qui charge à 50 kW qu'avec une Tesla qui charge à 170 kW. Et là où vous allez avoir des complications et là où vous allez avoir des bouchons sur la borne, eh bien c'est là. C'est qu'il va falloir 3 fois plus de temps à une voiture électrique qui charge en 50 kW pour recharger, là où une Tesla va charger en 10 minutes, alors que l'autre en aura besoin de 30 pour recharger. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes et c'est là qu'on va avoir des bouchons sur les bornes de recharge. Donc à mon sens, ce n'est pas tant le développement des bornes qui est long et qui pose problème, c'est vraiment la puissance de charge à mon sens qui pose problème. Et ça, quand vous achetez un véhicule électrique, croyez-moi, c'est un critère qui est hyper important. Maintenant, concernant l'entretien qu'il y a à faire sur un véhicule électrique, on va parler des Tesla parce que ce sont les seuls que je connais vraiment et auxquels je pourrais vous donner une source fiable. Les autres marques, je sais qu'il y a aussi des entretiens, mais je n'ai pas les chiffres en tête, je n'ai pas les tarifs, ni au bout de combien de kilomètres. Chez Tesla, ils vous préconisent de faire un entretien à 40 000 km pour purger le liquide de refroidissement, changer les filtres d'habitacle. Et ça, c'est conseillé tous les 40 000 km ou tous les ans ou tous les 2 ans de mémoire, je ne sais plus trop. Alors clairement, ce n'est pas quelque chose qui va jouer sur la garantie. La Tesla est garantie 8 ans ou 160 000 km, si je ne dis pas de bêtises. Si vous ne faites pas l'entretien préconisé, vous n'allez pas perdre la garantie de la voiture. Là où certains constructeurs sont très forts, si vous ne faites pas l'entretien préconisé par la marque, vous perdez votre garantie qui parfois, même chose, on est sur 7-8 ans de garantie. Donc ce serait quand même con, au détour d'un entretien, de perdre votre garantie.
Sachez que ces Tesla, ce n'est pas le cas. C'est pas parce que vous ne faites pas un entretien que vous allez perdre la garantie moteur, batterie et un faux divertissement de la voiture. Ça, c'est déjà un bon point et un point qu'il faut prendre en compte. Ensuite, comme je vous le disais, moi, ma Tesla a 1 an et demi, elle a 53 000 km actuellement. Le seul entretien que j'ai fait, ça a été le changement des filtres d'habitacle, des filtres de la clim. Je l'ai fait moi-même, j'ai commandé sur internet les filtres, ça m'a coûté 40 € et je les ai changés en 10 minutes. C'est le seul entretien que j'ai pu effectuer. Effectivement, vous avez peut-être vu sur les TikTok, j'ai changé les pneus, je les ai permutés. Si vous avez la possibilité effectivement de permuter les pneus à 15 000 ou 20 000 km, c'est pas mal, étant donné que c'est une propulsion, ça permet de ne pas bouffer tout le pneu arrière et laisser que du pneu avant, ça permet d'avoir une dégradation qui est homogène. Donc si vous avez la possibilité de le faire, c'est toujours mieux. Après, honnêtement, 53 000 km avec la Model 3 que j'ai, les pneus, ils sont encore bons. Bon, moi, comme je vous le disais, j'ai varié entre les 18 et les 19 pouces pour justement vous faire des essais concernant la consommation entre les jantes 18 et 19 pouces. D'ailleurs, si c'est une question que vous vous posez, je vais y répondre tout de suite. Il n'y a pas grosse différence entre l'option jantes 19 pouces et l'option de série 18 pouces. J'ai pas noté de grosses différences de consommation. Donc, si vous trouvez le look des 19 pouces plus sympa, c'est pas quelque chose qui, à mon sens, va impacter grandement sur l'autonomie de la voiture. Voilà, en termes d'entretien, c'est tout ce que j'aurais à vous dire sur la voiture. Après, forcément, arrivé à 100 000 km, ça serait quand même pas mal de faire un contrôle des freins et de tout ce genre de choses. Mais sinon, sachez que Tesla, c'est aux alentours des 40 000 km conseillé de vérifier les freins, les liquides de frein et le filtre d'habitacle, enfin tous ces petits détails. Mais ce ne sont pas des choses, encore une fois, qui vont faire que vous allez perdre la garantie si vous ne le faites pas. Ça, c'est important de le rappeler. Moi, il faut savoir que la Tesla à la maison, je la branche dès que je rentre. Elle charge, elle est branchée, elle est programmée pour charger en heure creuse. Donc dès que je rentre à la maison, je branche le pistolet et la voiture se débrouille pour gérer la charge, pour la déclencher à minuit quand on entre en heure creuse. Et en général, les heures creuses se terminent vers 8 h du matin. De minuit à 8 h, elle a largement de surcharger, même si elle a 10% de batterie. Donc moi, la voiture, dès que je rentre, et que la prise est libre, s'il n'y a pas la Model Y qui charge, eh bien je branche la voiture et je ne me soucie absolument pas de l'autonomie. Je ne commence pas à faire des calculs, ah oui j'ai 50% actuellement, est-ce que j'aurai assez pour faire ma journée de demain? La Model 3 Propulsion, c'est une batterie LFP, tout comme le Model Y, il est conseillé de la charger au moins une fois par semaine à 100%. Moi, dès que je rentre, je la branche, je charge à 100%, je ne me prends pas la tête. Et c'est pas ça qui va dégrader votre batterie. Par contre, c'est ça qui va vous libérer l'esprit, à savoir si demain vous allez pouvoir faire votre journée. Au moins, si vous avez une urgence, parce que je sais que c'est quelque chose qui est revenu énormément dans les commentaires au début sur TikTok. Oui, mais si demain tu as une urgence et que tu n'as plus de batterie, en fait, si demain tu as une urgence et que tu n'as plus de batterie, c'est la même chose que ta voiture. Si demain tu n'as plus d'essence dans ta voiture et que tu as une urgence, tu fais quoi? Dans 90% des cas, tu appelles une ambulance. Donc pour moi, c'est pas un argument pour ne pas passer à l'électrique, ou en tout cas, tu vas pas dire ouais j'ai une urgence, du coup je vais pas acheter un véhicule électrique. Non, si vraiment tu as une urgence vitale, que quelqu'un est en train de décéder ou que ta femme est en train d'accoucher, tu appelles une ambulance. Et puis voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Moi je recharge à 100% tous les soirs, enfin dès que je peux, au moins je suis tranquille et je me prends pas la tête. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé sur acheter un véhicule électrique en 2023. Est-ce que ça vaut toujours le coup? Le bonus actuellement sur la Model 3 n'est plus disponible. Après, honnêtement, ça fait 2 ans que je roule en Tesla, ça fait 2 ans que je suis un petit peu les news de la marque et tout ça. Je doute fortement que ça va rester comme ça. À mon avis, il va y avoir soit la production des Model 3 qui va être à Berlin et donc elle va de nouveau être éligible au bonus éco, soit ils vont faire des diminutions de tarifs sur la Model 3. Mais à mon avis, si vous hésitiez à acheter une voiture électrique et que vous souhaitiez une Model 3 et que malheureusement, entre-temps, le bonus a été supprimé, si vous n'êtes pas trop pressé, je vous conseille vivement d'attendre un petit peu, d'attendre quelques semaines, quelques mois, parce que à mon avis, connaissant Elon Musk, il va sûrement y avoir une parade à ça. Ils vont forcément trouver une solution pour que la Model 3 soit de nouveau même tarif qu'avant ou qu'elle soit de nouveau éligible au bonus éco. Donc à ce niveau-là, je me fais pas trop de soucis.
Ah, et enfin, si vous avez commandé votre Tesla, j'ai juste un petit conseil à vous donner si vous ne l'avez pas encore réceptionné. Vous l'avez peut-être suivi dans les TikTok, on a réceptionné ici il n'y a pas très longtemps pour quelqu'un de ma famille un modèle Y Propulsion de 2024 qu'on a été chercher à Seclin au Delivery Hub. Ou c'est Seclin ou les 15, je me trompe à chaque fois, je ne sais plus. Il faut savoir que Tesla est très fort pour vous faire signer le bon de réception de la voiture avant d'avoir vu la voiture. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en attente de livraison de votre Tesla, si je peux vous donner un petit conseil, ne signez pas le bon de réception de la voiture avant d'avoir fait le tour de la voiture. Pour certains, ça peut paraître logique, mais pour d'autres, croyez-moi, quand vous arrivez chez Tesla et que vous êtes tout fou à l'idée de récupérer votre voiture et qu'on vous dit « Écoutez monsieur, il y a juste 2 signatures à faire et puis votre voiture, vous pouvez l'avoir », parfois, sur le coup de l'émotion et tout ça, on signe vite et puis on va vite chercher la voiture. Croyez-moi, j'ai déjà eu plusieurs retours d'abonnés qui parfois avaient des bosses sur la voiture et qui malheureusement avaient déjà signé le bon. Donc forcément, Tesla, ils sont pas fous, ils vont vous dire que vous allez pouvoir avoir un rendez-vous par la suite pour faire réparer votre bosse. Mais moi, je pars du principe que si demain j'achète un véhicule neuf et que je le récupère avec une bosse, ou que je vois qu'il y a une bosse, clairement, je ne vais pas signer le bon de réception. Je ne vais pas accepter une voiture qui est déjà cabossée alors que je viens de l'acheter neuve. Enfin après, c'est ma façon de penser, je me trompe peut-être, et c'est peut-être pas la meilleure des façons de penser, mais c'est mon point de vue. Donc clairement, si demain j'avais une voiture récupérée et qu'il y avait une bosse, je ne signerais pas le bon de livraison. Et pour moi, ça paraît normal et ça paraît logique de suivre cet ordre. Tu vas d'abord voir la voiture et ensuite tu signes le bon de réception comme quoi tu as vu la voiture et tu valides que tu l'aies bien réceptionnée. Ça, Tesla est très fort pour vous faire justement signer ce bon avant, mais vous êtes dans votre droit totalement de demander à voir la voiture avant de signer. Et d'ailleurs, je leur ai demandé, c'est bien le bon pour récupérer la voiture? Ils vous disent oui. Et en second temps, ils vous disent, mais si vous voulez la voir, la voiture, vous pouvez aller la voir et puis vous venez signer après. Ça, ils vous le disent pas tout de suite. Mais ils sont assez forts là-dedans. Donc, un petit conseil, allez voir la voiture, puis revenez signer votre bon de réception juste après. Ça va rien changer. Et au moins, vous aurez la tête froide et certaine que votre voiture n'ait pas de défaut. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'on est un peu parti dans tous les sens. Il y a eu beaucoup d'informations, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions à propos de l'univers des Tesla, des véhicules électriques, en règle générale, je parle beaucoup de Tesla sur cette chaîne parce qu'elle s'appelle Tesla dans le Nord, mais j'aborde aussi d'autres sujets de véhicules électriques, même du photovoltaïque, j'en ai installé à la maison. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez des questions à propos de tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est Tesla dans le Nord, voilà, il va s'afficher juste ici, Tesla dans le Nord, sur TikTok, sur YouTube et également sur Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en message privé sur TikTok, sur Insta. Vous pouvez aussi répondre dans les commentaires si vous avez une question, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous l'avez peut-être remarqué si vous me suivez depuis longtemps, je commence à réactiver la chaîne YouTube. J'ai investi quand même dans du matériel vidéo qui va me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité et j'ai vraiment pour ambition de faire des longs formats comme ça, comme celui-ci, un peu plus régulièrement parce que comme j'ai l'habitude de le dire, TikTok c'est génial, mais c'est des formats très courts. Il n'y a pas tout le monde qui a TikTok et je sais que YouTube en général ça plaît un peu plus. Donc si vous êtes adepte de ce genre de format un petit peu plus long, plus posé, bien qu'aujourd'hui j'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la partager aussi autour de vous si vous avez des amis, des connaissances qui souhaitent acheter une Tesla ou qui vont recevoir une Tesla, n'hésitez pas à leur partager, je pense que ça pourra peut-être leur apporter quelques petites astuces. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente fête, également de fête de fin d'année. C'est vrai qu'on est bientôt en fin d'année, donc encore une année de passée. Merci à tous de me suivre au quotidien, on est de plus en plus nombreux chaque jour et ça me fait vraiment plaisir. Passez à tous une bonne fin de journée, une bonne après-midi et de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était Thibaut, salut!